Bonjour à tous. Si partir c'est mourir un peu, eh bien revenir c'est sans doute ressusciter. Et après 10 ans d'exil, 10 ans enfermé, 10 ans de perdu, Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien, est rentré à Abidjan. Dans quel état d'esprit, avec quel projet politique, pour y faire quoi? On va en parler avec Bernard Oudin, qui est un Ivoirien et un Français, qui est un Africain blanc. Bonjour Bernard Oudin, bonjour. Bienvenue sur le plateau de Télé Sud. Vous avez été le conseiller spécial du président Gbagbo et vous étiez l'un de ses visiteurs en prison. Vous l'avez accompagné dans les bons et dans les moins bons jours. Et j'imagine que vous avez toujours été à ses côtés, sauf la semaine dernière, puisque lui était à Abidjan et vous étiez resté à Paris. J'imagine que vous avez dû être assez frustré, non ? Pas une seconde, parce que quelques jours avant le départ du président, on s'est réunis à Bruxelles. Et dans le plan de travail qu'on s'est fixé, je suis à Paris, en France, la preuve, ma présence ici en face de vous, pour faire, entre guillemets, une sorte de service après-vente. Parce que vous n'avez pas été déçu de ne pas vivre ce moment particulier Non, parce que je m'étais toujours préparé à ça. D'ailleurs, le 11 avril 2011, j'étais chez un de vos confrères, BFM, et je disais que l'histoire avec un grand H rendra raison à Gbagbo. Donc pour moi, le 17 juin 2021 était déjà inscrit. Ouais. Alors il y a 10 ans, il n'y a pas grand monde qui imaginait que Laurent Gbagbo rentre un jour dans son pays et il soit accueilli par une foule qui était très enthousiaste. On va en parler avec vous. Partir, c'est mourir un peu, mais c'est pas mourir de faim et c'est pas mourir d'ennui. Marie Ourtoul est journaliste. Sa rubrique officielle est la politique étrangère, mais sa vraie spécialité, c'est peut-être la cuisine, pas la cuisine politique. Elle a réuni les deux dans ce livre inclassable, qui est à la fois une suite de nouvelles, un album de voyage, une galerie de portraits, un livre de recettes, des mémoires qui sont bourrées de talents, de récits, de rencontres. Et c'est un vrai viatique pour ceux qui sont privés de dépaysement et de rencontres depuis le Covid. Bonjour Marie Ourtoul. Bonjour Vincent. Il y a une quarantaine d'escales, dont plusieurs en Afrique, car vous avez aussi été une Française expatriée, mais vous n'avez jamais été en Côte d'Ivoire. Alors si, mais ce qui est déjà notable, c'est que ma connaissance du continent africain a débuté par une vie en brousse, au Gabon. Ensuite, c'est bien après que je suis devenue un peu spécialiste en politique étrangère et que mon cœur a basculé largement sur ce continent. Mais alors que j'avais déjà parcouru plus d'une quarantaine de pays africains, il se trouve que la Côte d'Ivoire m'était inconnue jusqu'au sommet Union africaine-Union européenne en 2017. Et là, j'ai interviewé une petite poignée de ministres ivoiriens parce que je faisais un supplément pour The Parliament Magazine où on avait fait un supplément pour le sommet qui accueillit les chefs d'État à la fois européens et africains. Vous allez nous parler de votre livre, vous allez nous raconter votre vie comme ça de nomade professionnel. C'est un thé se boit sans sucre, c'est le premier... On pourrait dire que c'est le premier précepte de cette émission. Il y en aura d'autres, mais c'est un livre dense et extraordinairement varié, avec des recettes de cuisine, en plus des rencontres qui les ont fait connaître à Marie Ourtoul. Alors, jeudi dernier, c'était le retour de Monte Cristo, le retour au pays du président. Ce n'est pas la première fois que Laurent Gbagbo rentrait chez lui après avoir été exilé, parce qu'il avait été autrefois l'opposant historique de Félix Houphouët-Boigny. Il y a des pays que vous avez aimés, que vous êtes promis de retourner, et vous n'êtes jamais retourné, ou vous avez été déçu en y revenant? Alors le Cameroun, c'est un peu spécial parce que je vivais à Yaoundé il y a maintenant longtemps, j'y suis retournée et j'ai trouvé que je ne reconnaissais plus. Je sais pas, les choses avaient... mais cela va avec les souvenirs. Il ne faut pas revenir en fait. Si, bien sûr, mais il y a des pays que je ne quitte pas et où je vais souvent. Vous savez, François Chin affirme quelque chose qui me plaît beaucoup et qui résume un peu mon livre. Et il dit « N'oubliez pas, on vit juste pour quelques rencontres ».
Et je trouve que c'est... Alors, qu'est-ce qu'on perd comme temps entre les rencontres, entre vous et moi? Se voyager, c'est quand même prendre beaucoup de temps. C'est comme l'amour, ça prend beaucoup de temps, le voyage. C'est pour ça que les voyages présidentiels sont toujours très... C'est du light, puisqu'en fait... Alors voilà, vous avez beaucoup voyagé avec l'association de la presse présidentielle, dont vous parlez très bien dans l'ouvrage. Donc vous avez voyagé avec les présidents, ou du moins à côté. Et ce sont des voyages qui sont très spéciaux, parce que c'est des voyages en courant. Un voyage présidentiel de 2 jours, c'est qu'on arrive la veille au soir et qu'on repart le lendemain à midi. On a à peine le temps de faire du repérage. Pour la presse écrite, c'est très bien pour les agences, mais réellement pour effectivement les médias, télé, mais sans ça, pour la presse écrite, c'est beaucoup trop rapide. Mais il faut avouer que quand même, ils se sont dégradés, ces voyages, dans mon esprit. Mais du temps de Jacques Chirac, c'était épatant. C'était mieux avant. Non, mais déjà on avait plus de temps. C'est-à-dire quand on arrivait en Chine, on n'était pas 1 jour et demi. 10 jours la tournée en Amérique latine. Oui. J'y étais, j'ai donc rien vu. C'est une bonne devise de reporter de la presse présidentielle. Oh non, bon, ça permet encore d'avoir quelques contacts, mais bon, c'est pas là où on approfondit sa connaissance d'un pays. De l'aéroport à l'hôtel, de l'hôtel au palais, du palais à l'hôtel, de l'hôtel. Et encore, il y a beaucoup de confrères qui vont aussi au buffet. Alors là, moi, je vais plutôt dans les restaurants de chaque capitale. Alors vous, c'est différent. Vous ne restiez pas au buffet. Non. Vous évitiez d'y emmener des amis parce que c'était mal accueilli. Et vous avez essayé de ramener à chaque fois quelque chose, au moins une recette. Oui, alors c'est pas un livre de recettes. Les recettes, il y en a quelques-unes, peut-être une dizaine. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant parce que la cuisine structure une société. C'est ce que disait déjà Platon dans La République. Et c'est important. Les repas scindent. C'est très très important pour connaître bien un pays, d'aller à sa table. Bah, évidemment. C'est dans les évangiles, ils n'arrêtent pas de se mettre à table. Exactement. Dans les loges, on passe son temps à faire des agapes. Dessert, ça commence avec Madagascar, et donc le dessert malgache vanillé à la banane et aux cacahuètes. Oui. Votre épisode malgache qui ouvre le livre, en fait, on a l'impression que vous êtes une profane émerveillée de ce que vous rencontrez. Oui, la grande île, l'île Rouge, c'est totalement à part. C'est un territoire qui est quand même très différent du continent. Et ce pays qui a tellement souffert, c'est tellement en opposition avec à la fois ses lémuriens charmants, ses jacarandas et ses baobabs. Et les Malgaches eux-mêmes sont un peuple exceptionnel. Alors dites-moi, vous avez mis combien de temps pour l'écrire? Parce que c'est incroyable. C'est un livre, je répète... Très dense. Le thé se boit sans sucre. Pourquoi le thé se boit sans sucre? C'est en fait, au départ, je voulais prendre la phrase de ma chronique sur le Chili, qui était « Il n'y a rien de plus beau que de perdre le temps », qui était une phrase de Pablo Neruda. Mais c'est un peu long. Alors j'ai choisi de prendre le thé sans sucre, qui est une chronique que j'ai faite sur en hommage à Agatha Christie, et où je parle de l'Angleterre et de ses paradoxes. Alors vous avez, il y a aussi une partie anglaise, une partie dans le Cantal, votre pays d'origine. Et alors, pour l'Afrique, quel est le pays d'Afrique d'où vous avez ramené la meilleure recette et les meilleurs souvenirs? Alors c'est un peu dissocié, mais le pays qui m'a énormément touchée, c'est le pays des 1000 collines, c'est le Rwanda. Le Rwanda est un pays extrême et... Alors vous y venez, vous allez au Rwanda après le génocide? Non, avant. Mais évidemment. Mais avant. Mais le problème, j'y vis. Je vis à Kigali. Il y a déjà eu des génocides. Oui, effectivement. Il y a déjà eu des génocides. Oui, je trouve des photos. J'habitais la case d'un ancien ministre et il m'avait demandé de garder sa bibliothèque, Anastase Makuza. Et dans la bibliothèque, je trouve des ouvrages dédicacés par le général de Gaulle. Je trouvais ça épatant. Et dans le même temps, entre 2 ouvrages préfacés par le général, je trouve des photos en noir et blanc de massacres. Donc j'avais conscience que déjà, il y avait eu 2 autres massacres, une fois des Tutsis contre les Hutus, et l'inverse, encore avant. Donc Mais est-ce que moi, j'avais conscience de vivre une période pré-génocidaire? Il me plaît de croire que non. J'ai bien vu que
l'entreprise de mon mari, il était marqué Tutsi sur les cartes d'identité, Hutu, et qu'on avait un quota qui était l'inverse de celui du Burundi d'ailleurs, voisin. Oui. Mais tout ça m'étonnait. Mais lorsqu'on est expatrié... Personne n'a pu imaginer qu'il y aurait en 3 mois 800 000 personnes qui seraient exterminées dans cette folie collective. Atroce, dans un climat... Donc c'est une espèce de... Oui, c'était inimaginable. Et ça reste inimaginable. Oui, en tout cas... Vous êtes retourné à Kigali? Non, je ne suis jamais encore retournée à Kigali. Vous n'êtes pas allé voir le mémorial qui a été... Non, mais j'aimerais beaucoup. Je pense que j'irai. Oui. Je pense que j'irai. Alors le Cameroun, Madagascar, le Gabon, là c'est notre initiation. Le Dakar, je parle un peu de Dakar, je parle aussi de l'Algérie, parce que l'Algérie, j'ai beaucoup travaillé sur ce pays pendant 7 ans, j'y allais régulièrement chaque année, j'ai beaucoup d'amis à Alger, et c'est un pays aussi très complexe. Et la douceur méditerranéenne, avec une certaine violence et un chaos, quelque part, c'est très intéressant à analyser. C'est pas un pays de douceur, l'Algérie. Hein. Oui, c'est un pays âpre, hein, quand même, et un pays dur. Le thé se boit sans sucre. Vous avez voyagé beaucoup dans le continent, Bernard Oudin, ou est-ce que vous êtes resté ivoirien de... Déjà, quand j'étais plus jeune, oui. J'ai beaucoup voyagé dans la sous-région, comme on dit, d'Afrique de l'Ouest. Et ces 10 dernières années, pour faire court, j'ai eu de très nombreux voyages en Afrique jusqu'à Pretoria, en passant par d'autres pays africains, en particulier le Ghana, où il y avait une forte communauté d'exilés, en particulier dans l'entourage du président. Et puis moi-même, j'ai cette Afrique quasiment depuis ma naissance, et ma mère est née à Sidi Bel Abbès. Ma grand-mère était née à Sidi Bel Abbès. L'Afrique, qu'elle soit du Nord ou noire, est dans les gènes de ma famille. Et votre famille autrement, Oudin, ça vient d'où? Ça vient de la région d'Angers. Angers. Un Angevin et une fille du Cantal, ça fait donc un militant politique ivoirien et une grande voyageuse. Le thé se boit sans sucre aux éditions Douro. Merci à tous et rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même heure.